Alright, épisode 2. C'est brillant. Non, c'est correct. On est là pour ça. Épisode 2 du comptoir des pièces. Vite, le comptoir des pièces se veut être un podcast qui a comme mission de jaser et d'échanger avec les différents experts de notre industrie. Puis aujourd'hui, ça fait pas différent. On a Patrick Vallerand de chez Atrix Énergie. Ouais. Énergie. Salut Pat, bienvenue. Ça va? Yeah! Merci de m'accueillir. Ben, merci d'avoir accepté l'invitation. Là, on va attaquer le sujet direct en partant. La transition énergétique. Les dernières années, tu as été exposé à ça. Puis, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on en parle mur à mur partout. Absolument. On parle de façon superficielle de la transition énergétique, comme si c'était pas compliqué, mais au contraire, c'est deep. Là. Même juste de penser faire une transition énergétique. Ouais. Je serais curieux d'avoir ton opinion dessus. C'est de la gestion de changement, en fait. Ouais. Puis, tu sais, c'est une révolution comme il n'y a jamais eu dans le transport. Là. On s'entend là, depuis plusieurs années. La dernière, il y en a eu une pour l'urée, là, quand on a les notions EPA, ils ont été resserrées. Mais même encore Ça là, avait été quand même un gros changement. Ça a été un choc. C'est pas ce qui Mais s'en pas vient, de l'ampleur qu'on vit là. Fait que c'est un peu ce qui est déplorable, tu sais, de toute cette transition-là, tu sais, le show de boucan un peu autour, là, parce que, tu sais, pourquoi il n'y a pas de détails, c'est simple. Il n'y a pas de grandes initiatives dans le lourd, là. Ouais. Il n'y a pas de très grandes initiatives encore d'enclencher où tu sais, on a vraiment appris à faire. Je comprends. C'est tout, mais c'est tout tu sais, nouveau. c'est tout nouveau. Tout le monde y va un peu essai-erreur. Puis Ouais. tu sais, c'est tout à fait normal. Puis tu sais, c'est là-dessus qu'il faut apprendre. Moi, mon avantage, c'est que j'ai déjà fait beaucoup d'erreurs. Fait que je sais vraiment un petit peu plus où m'en aller. Tu sais, ça fait déjà plusieurs années, comme tu dis, que tu sais, je baigne là-dedans, autant dans le transport en commun, dans le transport scolaire. Puis là, maintenant, on s'en parlait beaucoup plus dans le véhicule lourd. Puis tu sais, c'est un peu, je pense, notre job d'essayer de vulgariser ça un peu, puis de le démocratiser, puis de vraiment expliquer c'est quoi les enjeux qu'il faut que tu regardes. Tu sais, on parle beaucoup d'autonomie, on parle de froid. Qu'est-ce qui se passe avec le froid? Oui, c'est ça, mais c'est ce qui frappe en premier de tout. Ouais. C'est ce que les gens, je trouve, mettent trop d'emphase ou trop d'énergie. Tu perds trop d'énergie là-dessus. C'est important. C'est pas ça que je veux dire. T'as raison. Mais tu sais, c'est beaucoup plus large que juste l'autonomie. Ouais. Puis, tout à fait. Puis, ce qui arrive aussi, c'est ça, c'est que le monde, tu sais, ils ont peur de manquer d'autonomie, ils ont peur de ci, parce qu'on n'a jamais eu vraiment la donnée pour savoir comment on fonctionne. Tu sais, on a toujours fonctionné un peu à règle du pouce, ça va bien. Tu sais, je veux dire, on regarde les opérateurs, là, tu sais, les transporteurs, là, c'est des... Parle-leur pas d'agilité, eux autres, là, ils sont là-dedans à longueur de journée. Là, ils sont dans les opérations, tout le temps en train de s'organiser sur un scène. Il n'y a personne qui connaît le marché comme eux. Mais ils ne connaissent pas dans le fin détail. Je veux dire, le nombre de kilométrages qu'ils font par jour sur tel circuit. Ils vont le voir quand ils vont chercher, mais vraiment de dire. Fait que tout le monde a un peu le moi, j'ai aucun parcours qui ferait pour ça. OK, attends un petit peu. On va s'asseoir, on va regarder comment fonctionnent tes choses, puis c'est là qu'on va embarquer la thématique là-dedans. Atrix, on est là-dedans. On va embarquer la thématique, puis là, on va vraiment faire une analyse de ta flotte. On va venir, OK, voici tes opérations au quotidien, tac. Puis nous, on va être en mesure d'identifier des candidats potentiels. Puis la plupart du temps, ce qui arrive, en fait, c'est que tout le monde nous dit, ah non, moi, c'est sûr, ça marche pas pour moi. Puis finalement, on identifie 20, 25 potentiels parce que les opérations le permettent. Fait que, tu sais, c'est vraiment de prendre le recul nécessaire qu'on n'a pas le temps de faire des opérations. Jamais. Les journées passent à 100 000 à l'heure, on fait du 80 heures, ça n'a juste pas de sens. Fait Atrix Énergie, c'est là qu'on vient vraiment aider, c'est que toute cette analyse-là, je la prends sur moi. En fait, c'est qu'on va prendre tes données, on va les digérer, on va te faire un rapport, on va te faire des recommandations. Toi, après ça, il te reste l'opérationnalisation de ces recommandations-là. Puis en même temps, ça va donner un portrait global de ta flotte de véhicules, puis c'est comment ils sont opérés tes véhicules. Fait que c'est vraiment ça qui est important, c'est de comprendre la base avant de se projeter, puis comprendre c'est quoi nos enjeux présentement en regardant vraiment nos opérations vraiment micro, là. Aller vraiment voir toutes les données là, pour être sûr qu'on essaye de prendre en considération tous les facteurs qui sont importants pour le changement qui s'en vient. Puis c'est le temps de le faire. C'est le temps là. Parce que, tu sais, je sais que peut-être qu'il y en a plein qui vont me dire, ouais, mais moi, je vois pas ça avant 5-6 ans. Tant mieux, aucun problème. Mais aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut faire qui va te faire sauver beaucoup d'énergie
d'énergie, de coûts en carburant et de réduction d'émissions de GES qui ne te coûteront pas cher puis qui vont paver la voie pour ta transition électrique. On parle des habitudes de conduite de chauffeur, on parle de l'optimisation des routes, des choses comme ça qu'on peut essayer de regarder aujourd'hui puis qui vont amener des habitudes plus tard qui vont faciliter ta transition. Fait que c'est vraiment super important de commencer à regarder ça maintenant parce que dans 2 ans, tu vas être rushé parce que ça va être trop tard. Il faudra que tu mettes de quoi en implantation d'ici 1 an, puis là, le délai. C'est parce que là, tu regardes ça, puis là, tu te dis, bon, ben, OK, j'ai peut-être des candidats que je peux changer. Je peux peut-être m'acheter 2-3 trucks. Puis voir. Bon, mais là, après ça, tu vas arriver pour tes infrastructures, tu vas avoir des délais d'1 an, puis tu sais, tu vas avoir plein de choses. Fait que c'est le temps là, de commencer à vraiment le baigner dedans, puis tu sais, de dire, OK, attends un peu, là, on va commencer à s'informer un peu là-dessus, on va écouter le podcast à Max, puis on va comprendre comment ça marche, puis on va commencer à essayer de builder là-dessus, tu sais, on va regarder un peu, puis c'est important, tu sais, l'historique de données que vous avez, là, c'est de l'or en barre, puis c'est des choses qu'il faut vraiment qu'on commence à utiliser, puis à exploiter à un maximum parce que ça peut tellement changer dans une business où ce que les marges de profit rapetissent à toutes les années. Tu peux même maximiser quelque chose. C'est ça. Puis tu sais, là, c'est le temps là, de regarder un peu à l'interne comment on peut s'organiser, comment on peut s'optimiser, puis ça, c'est ma passion, faire ça, pour aller sauver, puis comprendre vraiment sont où mes enjeux, puis travailler ces bonnes choses. C'est bonnes choses. Sans même parler d'électrique. Non, tu sais, ben, tout ça va builder up pour que après ça va être simple. Ça va être simple. En fait, c'est de travailler maintenant pour que quand tu vas arriver au deadline, ça soit simple. Tu sais, ça coule de source avec tout ce que tu as besoin pour fonctionner. Quand tu vas aller voir ta compagnie pour tes infrastructures avec qui tu vas t'installer pour savoir comment on va faire des infrastructures, il va te dire c'est quoi tes opérations. Mais là, tu vas avoir de quoi y donner. Voici comment je fonctionne, voici mon kilométrage quotidien, voici comment, de où je pars, où je m'en vais, c'est quoi mes points chauds sur la map. Tu sais, si on peut faire de la recharge optimisée. Opportuniste. Okay. Tu sais, de la recharge sur le réseau. Voici sont où mes points chauds. Fait que tu sais, on peut vraiment, tu sais, avec la télématique, la géolocalisation, les données moteurs, on peut tellement aller loin que ça peut vraiment faire un plan qui est quasiment bulletproof. Là, tu sais, c'est fou. Puis là, la technologie évolue 100 000 à l'heure. Fait qu'il faut avant de penser à comment on va s'arranger, il faut connaître comment on s'arrange aujourd'hui. Tu vois, je retiens 2 choses. Écouter le podcast à Max, ça c'est important. Deuxièmement, c'est vrai. C'est vrai. Deuxièmement, tu fais mention de deadline, puis je trouve ça intéressant. Parce que je suis juste assez proche du côté électrique de la patente, travailler dans un concessionnaire, travailler avec nos équipes, là, avec nos gens sur le terrain qui parlent de camions électriques. Tu parles de deadline, puis il n'y a pas vraiment de deadline. Non. Okay? Le gouvernement peut s'imposer d'être électrique ou ça dépend de l'industrie. Ça dépend de l'industrie, mais ils peuvent se donner des dates 2030, 2035, whatever. On n'a pas de deadline pour l'instant. Par contre, on sait qu'il y a des subventions, qu'il y a de l'argent à aller chercher pour quiconque qui veut faire ou envisager une transition énergétique. Il y a des subventions ces camions, subventions ces bornes, subventions sur même la consultation d'experts comme vous autres. T'sais. Mais le deadline, va-tu apparaître à un moment donné? Selon toi. Là. Il va-tu en avoir un deadline genre, hey, messieurs les flottes, monsieur la flotte X, on s'attend à ce que dans le transport, 30% de tous les camions sur la route soient zéro émission. Ben, j'aime ton optique de 30%. Okay? Parce que si on regarde un peu ce qui a été fait dans le transport scolaire, où c'est 100% des véhicules immatriculés depuis le 31 octobre 2021 qui soient avec 100% électrique ou rien. Puis je fais juste me rentrer, mais est-ce qu'il y avait une échelle de ça dans le sens que en 2019, il faut que ce soit 50%, puis le 2030, 65%. OK. Fait que les 10 000, quelques 10 000 autobus scolaires au Québec. Doivent être en 2030, 65% de chaque flotte de véhicules doivent être électrifiés à 100%. Puis si on pense à l'industrie du scolaire, en fait, c'est maximum 12 ans pour un véhicule.
Donc, si tu calcules depuis 2021, en Ouais. fait, c'est que c'est 100% électrique. Fait qu'on s'entend à ce que 2033-34, toute la flotte soit 100% électrique parce que normalement, tu n'auras plus le droit d'avoir autre chose. Non, parce que faut. Tu vas avoir dépassé ton 12 Tu vas avoir ans, puis dépassé depuis ton 12 ans, tu n'as pas le choix d'acheter 100% électrique. Fait que, normalement, tu sais... Ok, il y a cette particularité-là, mettons, le domaine scolaire. Je pense qui- que tu sais, il va y avoir des industries qui vont être ciblées, que justement ça va être facile à électrifier, comme un peu le scolaire, tu sais, on se le cachera pas. Est-ce que le plan il aurait été mieux autrement? Je te dis oui à 100 000 %. Par contre, est-ce qu'on peut apprendre de ça? Oui, parce que quand on va arriver dans le lourd, on a encore des devoirs à faire. Puis tu sais, je sens un gouvernement aussi qui il commence à se poser des questions un petit peu là-dessus. Si on regarde un peu, je ne sais pas si tu connais le Pathway vers 45 de la Californie, dans le fond, c'est le plan. Ils se sont bâtis un plan pour atteindre, dans le fond, l'empreinte énergétique quasiment à zéro d'ici 2045 en Californie. Puis ils parlent beaucoup du transport. Hein, parce on que se le cachera pas. Californie, le transport, Mais c'est- tu sais, eux, dans leur plan, là, c'est un tiers des véhicules lourds qui vont être 100% zéro émission d'ici 2045. Fait que, tu sais, c'est quand même intéressant de voir ça de ce côté-là. L'autre point, mais comme tu disais, pour moi, les pourcentages sont importants parce que tu sais, je trouve qu'on fait souvent l'erreur de dire qu'il n'y a rien qu'une solution. Tu sais, faut toujours voir, tu sais, des fois, il y a des alternatives qui s'en viennent qui vont être super intéressantes aussi. Il y en a un petit peu de tout. Je pense que ça va être un bon melting pot d'un peu chacune des technologies qui vont arriver. Tu sais, si je peux rajouter mon petit grain de sel, parce que moi, c'est intéressant, mais tu sais, si je peux rajouter mon grain de sel, nécessairement, la batterie ne sera pas la solution idéale pour toutes les applications. Parce que dans le transport, à l'heure actuelle. OK, on va laisser ça de même. Mais c'est pas vrai que toutes les applications vont pouvoir rouler sur de la batterie. Si je prends ce qu'on... Présentement, ce qu'on voit, absolument pas. Fait que tu sais, même si ça serait 2030, 2035, je pense pas que la solution, c'est juste une solution unique. Un peu comme tu dis. D'après moi, on va voir de l'hydrogène, on va voir des batteries, on va voir du gaz naturel. Puis toutes ces affaires-là vont être là. Il faut qu'on en voit. Il faut qu'on en voit parce que un monopole non, de solution, c'est pas mieux si on vide toutes les réserves de ce monde-là. Puis tu sais, il faut. Moi, je suis un fan de dosage dans la vie. Je pense que c'est le bon dosage. Puis c'est de comprendre. Puis tu sais, le diesel à l'heure actuelle, comme je te dis, il y a tellement de façons d'optimiser cette consommation-là qui pourrait nous amener déjà à réduire énormément nos émissions. Si on commence à regarder les habitudes de conduite de nos chauffeurs, on peut aller sauver un 15 à 20 %. On peut regarder aussi les accessoires qu'on peut installer sur nos camions pour aller chercher de l'économie. On parle d'anti-ralenti, on parle de génératrices embarquées pour le chauffage. Plein de choses comme ça qu'on peut faire aujourd'hui pour déjà sauver beaucoup et réduire nos émissions. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, là. Tu sais, quand on parle de réduire les émissions, ça veut dire baisse de niveau de consommation de carburant, ça veut dire plus d'argent dans nos poches. C'est clair, là. Fait que, tu sais, si on va chercher ça, puis en plus, on travaille déjà sur des bonnes habitudes éco-énergétiques, qui va faire que tu vas avoir plus d'autonomie avec tes camions électriques. Tu sais, c'est la même chose. C'est la même chose, parce que en soi, c'est de la gestion d'énergie. D'énergie qui vient d'une explosion, d'une combustion, que ce soit des habitudes de conduite pour un véhicule électrique ou un véhicule diesel, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Non, ça change. Fait commence à travailler là-dessus aujourd'hui, puis tu vas aller chercher un maximum de ton camion plus tard. Puis là, ben, tu sais, je sais pas si tu dois suivre beaucoup l'industrie comme moi qui fait que, Caroline, ça évolue vite. Ça évolue vite, c'est dur à suivre. C'est vraiment dur à suivre. Fait qu'on va être où dans 2-3 ans? Tu sais, là, la course à la batterie, c'est fou, là. Tu sais, moi, j'y crois beaucoup aux véhicules électriques. Tu sais, moi, j'y crois. Moi, je pense que c'est pas mal l'avenir. Tu sais, il va y avoir de l'hydrogène, il va y avoir du CNG, il va y avoir. Tu sais, il va y avoir d'autres solutions. C'est juste normal. Puis c'est simple. Oui, c'est simple d'avoir plusieurs solutions. Puis, tu sais, je trouve qu'on a tout le temps un peu cette tendance-là de tout le temps se pitcher dans une solution puis dire ça va être ça. Puis dans n'importe quel domaine, tu regardes les arbres, on a des freins partout, puis là ils se font tous mourir parce que c'est ça qui plantait partout. Fait
c'est de faire attention à ça, puis de garder les yeux ouverts. Un bon mix. C'est pour ça que dans nos analyses de troisième axe, c'est le bon véhicule pour le bon besoin. Si je te parle pas de l'électrification, je te parle pas de ça, je te dis, on va regarder chacune des courses, puis on va être déterminé si tu as le bon véhicule pour ce besoin-là. C'est ça qui est important. C'est d'ajuster le besoin, puis s'assurer que les véhicules qu'on a, c'est les plus optimales pour la course qu'on a besoin. Souvent, on regarde les ratios d'utilisation, puis là, le monde, ils se perdent tellement, ils ont peur, puis là, ils ont des trucks qui roulent quasiment pas. Parce que, on se fie trop à notre senti, plutôt que de regarder la donnée. Tu vois, je trouve que cet aspect-là est très important, parce que les années qui suivent, on parlait de télématique, puis les gens, on recule de 5-10 ans, mettons. La télématique, c'était des flottes majeures. C'était des TFI, des bavards. C'est ça, des bavards. On installait des bavards. Des bavards, ouais. mais c'était. Nous autres, mettons, niveau concessionnaire, dans l'opinion d'un gars qui n'est pas dans une flotte, mais qui voyait ça à jeu de l'extérieur, c'était les gros joueurs. Les gros, là, le top 5, top 10 des flottes au Québec ou aux États-Unis. Puis c'était des comptes majeurs qui jouaient avec la télématique parce que. Je sais pas, puis tu peux peut-être m'enseigner, mais au début c'était beaucoup d'analyse, c'était beaucoup c'est beau de collecter toutes ces données-là, mais on fait quoi avec ça? Mais c'est encore ça. Et là, je vois cette courbe-là redescendre vers des petites moyennes flottes, puis des entreprises comme vous autres, comme Matrix, vous développez des outils pour approcher un peu ces gens-là et dire hey, il y a de l'argent là. C'est accessible. C'est accessible. Il y a de l'argent là pour toi à exploiter, à aller chercher. Mais je te laisse pas tout seul. Voici les outils. Voici l'outil que je suis capable de te donner qui va être capable de framer pas cette transition-là, mais tu sais, ce programme d'éco-conduite-là, d'accompagner tes chauffeurs, de les former, de les tenir au courant des dernières méthodes, de faire attention quand tu arrives dans telle situation, essaie de voir des affaires, tu sais. Là, je le vois arriver chez les petites et les moyennes flottes. Puis c'est là que ça va excessivement vite, parce que là, tout d'un coup, les petites et les moyennes flottes. Les changements sont plus faciles. Oui, parce que c'est pas 1000, 2000, 3000 camions, c'est 25 camions. Ouais, puis là, tout d'un coup, ça n'a pas besoin de passer par toutes les strates de l'organigramme. Non, c'est souvent un one-man operation. Tu as souvent rien qu'un gars en haut, puis lui, il prend une décision. Les transporteurs, ils ont les deux mains dans les opérations jusqu'au coude. C'est ça. On y va. C'est ça, exact. Mais tu sais, c'est là que Atrix amène une valeur ajoutée dans le sens que on ne te laisse pas t'organiser avec ça. Puis le fait qu'on a une équipe en conformité, on a une équipe en énergie, où ce que on va t'accompagner là-dedans. Puis en fait, c'est qu'on rend accessible, au lieu d'avoir à t'engager quelqu'un à temps plein pour le faire, mais nous on est là pour t'aider. On va le faire pour toi. Puis le but, c'est que ça soit transparent dans tes opérations. Que ça soit pas un casse-tête pour toi, puis que si tu comprends pas, on s'assoit ensemble, puis on va le faire, puis en même temps, ça te permet de profiter des meilleures pratiques de l'industrie. Exact. Parce que nous, on voit un peu tout ce qui se fait partout, puis on voit ce qui marche le mieux. Fait que tu sais, moi je trouve que c'est l'idéal, mais... On a pris ça pour vendre, mais... Non, mais je comprends. Non, mais en fait, ça permet de le rendre accessible. Pourquoi c'était juste les grandes entreprises? Ben, c'est parce que les autres, il y avait les moyens de s'engager une équipe pour les regarder, ces données-là. Chez Atrix, on a créé une plateforme de BI, d'analyse de données, qui nous permet, dans le fond, de mettre n'importe quel indicateur que tu as besoin. Okay? Nous, on en a des déjà faits qu'on sait qui fonctionnent, mais on est capable de créer un tableau de bord à ton goût, puis qui va te parler. Moi, je veux voir. Parce que les indicateurs, malheureusement, les indicateurs, c'est pas toujours compris. Okay? Souvent, un indicateur, tu le vois, puis les gens ils disent bon, mais c'est beau, là, c'est vert. Bon, cool. Ben c'est rouge. Non, un indicateur, c'est voir, comprendre, agir. Okay? Ton indicateur, c'est un indicateur visuel que tu vois tout de suite, il y a de quoi qui va bien ou qui va mal. Les deux. Okay? Puis chacune de ces interventions-là sont importantes de dire faut que je le comprenne, ça. Moi, ce que j'expliquais à mes gestionnaires quand je travaillais aux autres transports de la capitale à Québec, c'était moi, je n'évalue pas ton indicateur. J'évalue ta compréhension de ton indicateur. Okay? Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'il soit rouge, qu'il soit vert, qu'il soit jaune. C'est quoi tu comprends de ça? Est-ce que tu étais au courant que ça allait arriver? Puis, c'est quoi ton plan? Comment on fait pour revenir? Parce que des hauts, des bas, on va en vivre tout le temps. Fait que, tu sais, je te jugerai pas là-dessus. Mais c'est quoi ta prise en charge? C'est ça que je vais évaluer. Okay? Fait que
faut que l'indicateur te parle. T'sais, si je te mets un indicateur et il ne te parle pas, là, moi, il faut que ton indicateur, d'un coup d'œil, je sois capable de te dire, t'as-tu eu une bonne semaine ou t'as pas eu une bonne semaine? Je comprends. Puis si t'as pas eu une bonne semaine, pourquoi? Pourquoi? Puis quand est-ce que ça va revenir? C'est tout. C'est tout ce que j'ai besoin. Mais moi, c'est la prise en charge qui est importante. Ouais. Fait que c'est d'avoir des indicateurs qui parlent, qui disent ce qu'il faut, tu vois. Puis tu vas avoir des indicateurs qui vont être permanents. Puis souvent, on va faire des indicateurs temporels où on va vraiment adresser une situation, on va se faire un indicateur, on va le suivre. Quand ça va être réglé, on va peut-être le tasser un peu, puis on va travailler sur une autre chose. Fait que c'est important ça. Fait que là, on arrive avec une plateforme qu'on peut faire tous les indicateurs que tu as besoin pour tes opérations. Fait que le client, il fait juste ouvrir, il voit tout ce qu'il a besoin. J'ai ça comme issue, j'ai ça comme problème. Je veux régler ça. Puis on est là pour accompagner ces gens-là. Fait que c'est ça qui est super important. J'ai vu une étude dernièrement de NACFI. NACFI, tu sais. National Commission of Freight Efficiency. Ouais, c'est ça, Freight Efficiency. Puis il disait que 65% des compagnies n'utilisent pas les données télématiques. Fait qu'il y a une mine d'or d'informations. Il y a 65% des gens qui n'utilisent pas leur solution qui paye à tous les mois. Leur opération n'est peut-être pas optimisée ou optimale. Peut-être, peut-être que oui, c'est peut-être sûr que non. Puis pourquoi je dis ça, c'est qu'il y a toujours place à l'amélioration. Tu sais, c'est rare que tu vas arriver pour dire je suis optimal à 100%. Le gars qui va dire ça, il va dire ok, on devrait trouver quelque chose. Mais il faut faire attention aussi parce qu'il ne faut pas aller trop dans la surqualité, mais il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. Il faut juste regarder la valeur de ça. Ouais, je comprends. Il faut parler à un ROI. Il ne faut pas dire comment ça coûte. Il faut dire comment ça me coûte de ne pas le faire. Puis de comprendre où c'est qu'on s'en va, puis c'est quoi les étapes pour y arriver. Puis, c'est de la gestion de projet, c'est une gestion de changement, mais avant, il faut savoir sur quoi on se positionne. Puis, c'est ça qui est top. Je trouve que aujourd'hui, une flotte en 2023 qui n'a pas accès à ces données, puis qui ne roule pas sur ces données, dans le sens que, quand je veux dire rouler sur ces données, c'est est-ce qu'il prend action, comme tu dis, de voir ces indicateurs de performance pour faire comme hey, il faut que je règle ça. Quelqu'un qui ne le fait pas activement, à quel point ça peut être dur d'intégrer ça en 2023 quand tu pars de zéro? Avec une compétition aussi féroce en plus. Parce que tu veux compétitionner contre les gros qui, eux autres, sont capables de diluer un peu toutes leurs dépenses partout. Puis toi, tu veux tirer ton épingle du jeu au travers de ça. Je pense que tu passes à côté de quelque chose qui pourrait vraiment t'aider. C'est en fait une bouée de sauvetage quasiment. Il faut vraiment, ça prend ça. C'est un incontournable. Avec le DCE en plus maintenant, on n'a plus le choix d'avoir des appareils électroniques. Profite-en. C'est un petit peu ça qui est super important. Puis, en maintenance préventive, on va faire la même chose. On va regarder l'historique de notre maintenance pour essayer de comprendre c'est sur quoi il faut travailler pour le futur, c'est quoi qui nous fait mal. On va faire notre Pareto, on va faire plein de choses. Fait que la donnée, c'est super, super important. Puis, j'ai l'impression que ça fait comme 2-3 ans que ça se parle de plus en plus. Je pense que tout le monde le sait maintenant. Mais l'affaire, c'est personne ne sait comment attaquer la bête. Ouais, exact. Puis ça fait peur. Ça devient gros rapidement. Ben oui. Mais tu sais, c'est juste de se positionner puis de comprendre un peu la dynamique de ça. Puis c'est là que l'accompagnement est important. Parce que justement, on arrive puis on démystifie, on vulgarise. Puis on le démocratise. Pour que tout le monde ait accès en réalité. C'est ça un peu notre mission en réalité, c'est de démocratiser l'accès à la transition énergétique puis vraiment l'optimisation des opérations quotidiennes. Tu as mentionné vite tantôt les DCE. Est-ce que parce que là, vous l'avez vécu, solide, vous êtes peut-être encore dedans, mais à quel point tu penses qu'à travers l'application de la loi sur les DCE, ça fait en sorte que ça a bougé les gens par rapport, mettons, à leurs données? Est-ce que ça a rendu les gens curieux d'en connaître un peu plus ou de savoir un peu plus ce qui se passe? C'est sûr que, toutes les compagnies télématiques, en tant qu'à mettre du DCE, on en parlait. On a quand même sensibilisé beaucoup de gens. Mais c'est là que tu tombes dans le 65% qui ne l'utilisent pas, qui le payent et qui ne l'utilisent pas. C'est comme ton abonnement de gym qui a décidé de y aller. C'est ce 65% de gens-là qui se sont fait dire hey, ça te prend des données télématiques, faut que tu payes pour ça, tu vas avoir ça, tu vas avoir tout ce que tu peux, mais après ça, ils te laissent aller puis arrange-toi avec ça. Puis c'est là l'enjeu, mais
je pense que tout le monde, en fait, la plupart des gens à qui je parle comprennent l'importance de la donnée pour le succès de leur entreprise dans le futur. Mais je pense que c'est vraiment ils savent pas où la tête de ce bike-là, par où on commence. Par où on l'attaque. C'est un éléphant que tu manges boucher par boucher. Ouais. Mais essaie pas tu peux le faire par toi-même, essaie erreur. C'est juste que c'est un peu late. Je sais pas comment exprimer ça. Non, mais je comprends. Mais tu sais, dans le sens que la technologie puis le marché va tellement à une vitesse qui est. Tu sais, tout va à Mach 2. Fait que si tu essaies d'y aller à bout de tortue, tu vas trouver ça dur rapidement. Tu vas rusher. C'est ça. Puis, puis je trouve que le transport en soi, toute industrie confondue, parce qu'on s'entend, le transport c'est vaste. Ouais, exact. Mais c'est quand même une industrie qui a toujours été habituée à travailler dans son coin sans trop se benchmarker. Puis je pense que là, c'est essentiel que tout le monde le fasse. De se parler avec le monde. Comment tu fais ça, toi? Comment tu y vas? Puis, tu sais, il faut arrêter d'avoir peur de se faire voler son intelligence d'affaires. Puis de dire, regarde, là, on est là pour se partager nos meilleures pratiques. Puis ça, je trouve que l'électrification, ça a ouvert beaucoup ça. Vous le voyez un peu. Peut-être, le lourd, c'est pas pareil, mais dans le scolaire, c'est l'enfer. Ça a fait que le monde se parle plus que jamais dans le transport scolaire. Parce que justement, tout le monde, tu sais, on a tout un peu les yeux de chevreuil sur l'autoroute, là. On s'en va où, qu'est-ce qui s'en va avec ça, c'était peurant. Tout le monde a un peu peur de qu'est-ce qui s'en vient avec ça, les mécaniciens. Là, je sais quoi, là, mes mécaniciens, il faut que je m'engage d'autres mondes. Non, là, tu sais, je veux dire, ça c'est un mythe que j'entends souvent, là, faut que j'engage des électromécaniciens. Je dis, écoute, souvent, ce que je vais dire, en fait, c'est descends dans ton garage, regarde ton monde, puis dis-moi combien qui sont sur un portable. Présentement. Tout le monde. Tout le monde. Tu sais, ça sera pas différent. Ça sera pas différent. Ça va être souvent des problèmes de communication. Ce qui est important, par contre, puis ça, on n'en parle pas assez, je trouve, c'est le programme de cadenassage. Ça, je trouve que personne n'en parle. Mais, tu vois, c'est très fort dans l'industriel, mais là, on arrive dans un véhicule où c'est essentiel, mais personne n'en parle. Mais tu vois, là-dessus, je peux peut-être en glisser un mot, mais récemment, on a rencontré une flotte de véhicules gouvernementaux. Un client gouvernemental qui est venu voir notre truck, puis je pense que sur l'équipe de 6, il y en a 3 qui ont levé le fer. Comment ça marche niveau sécurité? Comment ça marche le cadenassage? Comment ça marche ça? Mais, à leur défense, c'était gouvernemental, sont plus habitués à l'aspect sécurité. En fait, c'est des organismes où la culture santé-sécurité est beaucoup plus développée. Exact. C'est pas meilleur qu'ailleurs, c'est pas ça que je dis, mais toujours est-il qu'une petite moyenne flotte, une grande flotte, l'aspect sécurité, santé-sécurité, et là, ils respectent toutes les normes, c'est pas ça que je dis. Je dis juste que c'est peut-être plus dur pour eux autres, ils voient ça peut-être plus gros que celui-là, parce que là, c'est électrique, le gars, va falloir qu'il ait des gants spéciaux, doublés, il va falloir qu'il cadenasse de l'affaire. Dans certains cas, c'est comme quand j'entends, ça me prend des outils isolés. Non, moi je te ferai pas travailler dans le courant, ça me change pas grand-chose. Tu sais, juste pour peut-être mettre la table, le programme de cadenassage, c'est quoi? En fait, c'est de cadenasser l'équipement pour être sûr que personne d'autre que toi puisse remettre l'énergie sur le véhicule. C'est pour être sûr que tu n'arrives pas. On voit ça souvent, ces machines de montage, ces chaînes de montage. Là, ils vont se cadenasser pour être sûr que le gars qui est en train d'entretenir le convoyeur, il n'y a pas quelqu'un qui le part en arrière et qui se pogne les doigts dedans. Fait c'est très fort là, tu parles de ça à Hydro-Québec ou n'importe quel électromécanicien, c'est de quoi tu parles. Mais dans la mécanique, c'est plus complexe. Puis, on a passé au travers de ça au RTC, puis j'ai travaillé aussi là-dessus dans mon ancien emploi chez Sogisco. Puis, c'est quand tu y réfléchis, c'est quoi qui aurait dû être là depuis longtemps. Depuis longtemps. Véhicule, je veux dire, tu peux te pogner des doigts dans une strap ou n'importe quoi pendant que le gars, c'est quelque chose qui aurait dû être là, mais bon, les enjeux étaient moindres. Et selon les gens, tu comprends. Mais là, pour l'électrique, c'est primordial. C'est juste une réalité qui vient d'arriver. C'est primordial, puis c'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué, c'est juste faut le savoir. Exact. À l'avoir vécu, nous autres, dans l'état concessionnaire de véhicules, entre autres électriques, je le sais. J'ai assisté à la formation plus qu'une fois.
c'est juste légèrement technique, mais c'est pas plus compliqué que dans le diesel, c'est juste que c'est autre chose. C'est juste je pense que c'est un peu votre rôle comme concessionnaire de l'expliquer au client. Il y a tout, dans n'importe quelle présentation qu'on fait ou quand on approche un client, il y a toujours la première chose, avant même de toucher au truck physiquement et de faire le tour du truck, il y a toujours la présentation sur la sécurité, sur le cadenassage, le désamorçage, la décharge profonde qu'on donne aux batteries, comment nos mécaniciens, les différentes zones sur le truck. Il faut que, si tu joues à telle place, mais c'est une zone 1, tu as juste besoin de faire tel switch, tel switch, tu es correct. Mais plus que tu avances zone 2, zone 3, mais là, c'est différentes choses qu'il faut que tu ailles à faire. C'est chaque entreprise, en fait, la politique de cadenassage appartient à l'entreprise. Puis c'est à eux mais c'est important qu'ils comprennent c'est quoi les enjeux. Puis souvent, quand on va prendre un programme de santé-sécurité, moi, ce que je recommande le plus souvent possible, c'est de créer des habitudes. Fait que, tu sais, quand on parle de cadenassage, nous autres, j'appelais ça niveau 1, niveau 2, niveau 3. Niveau 3, c'est quand tu es en live. Niveau 2, c'est quand tu es vraiment sur le gros courant. Là, puis niveau 1, c'est juste pour que ça devienne un automatisme. Tu rentres le camion. Tu rentres que même si tu n'as pas à aller travailler dedans, c'est comme des lunettes de sécurité. C'est quand tu arrives en dessous du truck, que là tu as juste une botte à couper, tes lunettes sont sur ton coffre, ben que tes aides en face sont pas sur. Parce que tu n'iras pas y chercher. Ta botte est là, tu sais. Fait que tu vas y aller avec les yeux à moitié fermés. Mais en santé et sécurité, ce qui marche le mieux, c'est de créer des habitudes comme ça pour que ce soit un no-brainer. Puis tu sais, c'est comme bon, on le fait. J'ai juste un wiper à changer. Pas compliqué. Juste prendre l'habitude de le faire. C'est juste, tu sais, la première chose que tu fais en débarquant du truck, merci. C'est tout, là, tu sais. Puis je te dis pas d'aller débrancher les MSD ou tu sais, des choses comme ça, mais tu sais, juste mettre un petit cadenas sur une kill switch de ton 12 volts. Tu sais, ça fait juste un thinking. L'avantage, c'est que le monde a tellement peur du courant que, tu sais, quand tu leur en parles, c'est comme, ok, c'est beau, tu sais, tant mieux. Oui, tant mieux. Nécessairement, en réalité, fait que tu n'as pas besoin de te fermer. Mais c'est correct, prends l'habitude de te fermer. Fais juste fermer ton 12 volts, ça va donner une sécurité. Puis, tu sais, les câbles sont orange pétant, tu n'iras pas par erreur. Mais c'est pas grave. C'est juste que tu prends une habitude. Puis, tu sais, après ça, moi, en tout cas, c'est ce que je conseille le plus souvent. C'est. Pose-toi pas de questions. Pose-toi pas de questions. Fais juste. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'exceptions, parce que si tu as trop d'exceptions, ça devient plus gérable. Puis, pour un petit garage, c'est correct, là, mais quand tu arrives à un garage avec un mécanicien, puis tu as des exceptions, puis là, parce qu'on s'entend, une grosse partie du programme de cadenassage, c'est la gestion du programme de cadenassage, s'assurer que tes gens le font. Donc là, ton contremaître d'atelier qui se promène, puis là, il voit, bon, lui, il n'est pas cadenassé, ok, t'as peu, c'est quelle exception, il peut-tu, il peut-tu pas, tu sais, c'est pas gérable. Non, exact. Casse-toi pas la tête. Puis souvent, c'est une habitude à prendre, mais on ça vient. Puis c'est automatique. Qui peut être contre la santé et sécurité? Non, exact. Il n'y a pas une entreprise qui va dire comme je veux pas. Je conseille plus qu'autrement. Des bonnes habitudes en santé et sécurité amènent des bonnes habitudes partout dans ta vie. Je te le dis. Je te crée. Les bonnes habitudes engendrent des bonnes habitudes. Puis, il y a toute la. Je veux revenir sur tout ce qui est camion diesel, parce que c'est encore ici pour beaucoup encore. On est loin, là, on parle de transition énergétique, on parle de véhicules électriques, de CNG, d'hydrogène, mais le diesel est là encore pour des dizaines d'années. Oui, puis faut faire attention, parce que dans la pollution, il y a les particules, puis il y a les GES, puis ce qui est dangereux pour notre santé, en gros, c'est les particules, puis ça, il n'y en a presque plus. Non, c'est ça, exact. Les normes de PA, tu fais plus de particules fines dans l'air à cuire ton steak sur le barbecue qu'à rouler 3 heures avec un camion diesel. Non, mais c'est vrai, c'est plus que vrai. Ton charbon dans ton barbecue, là, je veux dire. Dans ton steak. Dans ton steak. J'adore. Moi aussi. Mais. Un gros tomahawk, là. Il y a les GES, puis les GES, c'est relié directement à ta consommation de carburant. Ça, tu peux réduire de beaucoup. Il y a du monde à qui j'ai parlé en mettant en marche un driver challenge où on va encourager les bonnes habitudes de conduite, sauver jusqu'à 20-25% sur son volume total de fuel par année. Quand même. Il y avait 7,2 millions de litres par année. Calcule ça comme tu veux, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent.
Puis c'est juste, À deux c'est litres, à deux juste piastres, d'encourager le- les gens à être éco-énergétiques. De sensibiliser tes chauffeurs ou tes chauffeurs. Tu sais, c'est du coaching. Ouais. C'est du temps quand même d'accompagnement, mais regarde les résultats. Puis après ça pave la voie pour que quand tu vas avec ton camion électrique, tu vas aller chercher le maximum. Maximum, parce que t'es Tu es déjà habitué. c'est ça. Ta à force de conduire. travail est déjà habituée Tu gères tes accélérations, Ouais. tu calmes ta vitesse, tu vas utiliser ton cruise control au maximum. Ouais. Tu vas anticiper tes freinages, ça c'est important quand on va avec l'électrique, parce que là tu vas utiliser ta régénération au maximum. Exact. Fait que tu sais, c'est plein Exact. de petites habitudes qui vont faire en sorte que tu vas sauver énormément aujourd'hui, Ouais, puis tu vas tirer le maximum de tes camions. ouais, définitivement. 100%. là. Mettons un top 3, là, mis à part du chauffeur, mais il y a un top 3 des choses qui apportent le plus de changements ou qui influencent le plus ta consommation de fuel. Ben, tu sais, souvent, ce qu'on va dire, c'est il y a quand même 3 facteurs. L'entretien de ton véhicule. Tu sais, je veux dire, il faut que ton véhicule soit entretenu, bien entretenu, tes ajustements de valve, tes glow plugs, qu'est-ce que tu as besoin pour sauver. Tu sais, un truck bien entretenu, c'est sûr que soit bien graissé, c'est clair. Après ça, ben, on a parlé des habitudes de conduite, Ouais. on n'a pas le choix. C'est Ouais. comme le nerf de la guerre. C'est la première chose, puis c'est le quick win. C'est le quick win. C'est la première chose que vous La regardez, game- mettons, là, quand on Ouais. analyse les cas. Ouais. Oh, ouais, parce que mais la game se joue dans le plan de récompense. Ok. Ah, Comment tu vas récompenser tes chauffeurs de leur bonne d'une bonne conduite? habitude. Tu veux pas créer l'effet pervers de genre puis de compétition entre les gars. J'ai entendu plein d'histoires quand tu donnes des bonus juste aux meilleurs. Tu sais, fait qu'il faut Ok. trouver le bon plan de reconnaissance. Comprends. D'expérience, l'argent, c'est bon, mais il faut faire attention parce que tout le monde en veut toujours plus. Ouais. Par contre, il est là dans la guerre pour les habitudes. Une fois que tu as trouvé un bon plan solide sur une bonne formation, c'est un quick win. Ok. Tu sais, c'est le monde. C'est le premier facteur là, qui va faire la plus grosse différence. Ouais, je pense que oui. Je pense que oui. Ok. Puis après ça, ben, tu as l'entretien, mais tu as aussi des accessoires que tu peux poser. On Ok. parle des side skirts, les jupes Ouais. latérales, ces trailers, tout ce qui peut s'installer pour essayer d'aller Ouais, sauver. Il y en a. Puis, ben, tu sais, c'est sûr que ce qui implique beaucoup, ce qui implique beaucoup, c'est le poids. Hein? Tu sais, ton payload, puis qu'est-ce que tu vas faire. Fait que c'est important de comprendre tes opérations. Puis voir, tu sais, des fois, peut-être que tu pourrais peut-être te maximiser autrement. Tu y vas en classe 8, mais peut-être que tu pourrais aller tu y vas en tracteur, mais peut-être que ton porteur ouais, peut-être ça, plus quand faire. même, Là, tu sais. Fait que ça, c'est des choses que on regarde un peu avec la règle du pouce, mais quand on commence à regarder vite fait, vraiment dans le détail, on se rend compte de bien des affaires puis des gaspillages qui se passent un petit peu partout. Puis c'est là que tu as des gros. C'est là qu'il est là. Mais à quel point, moi je connais la réponse, mais un peu pour tout le monde qui nous écoute, mais à quel point la route ou une route va faire la différence? Tu sais, tu parles du mention du poids, puis de l'application du camion, tu as besoin de faire ça, mais à quel point la route vient influencer, tu sais, comme tout Qu'est-ce que tu veux dire dans la ben, route? tu sais, ta route de livraison, la route que le véhicule Le a trajet, fait, pas la route. Non, le trajet en soi, là, tu sais, à quel point ça vient influencer, tu sais, tout cet élément-là, le camion, la création, les specs, Tu sais, une belle façon de te vulgariser. Tu as remarqué quand tu demandes à Star sur Google Maps des trajets, un itinéraire, il t'en met tout le temps un plus éco-énergétique. Tu as remarqué? Non, j'ai pas Star, remarqué, il t'en pas met un plus éco-énergétique. avec une petite feuille verte, là, genre. Ok, parce que je l'ai vu, c'est vrai. Fait que dans le Ok. fond, Ah, mais ça, ce que j'avais ça pas veut vraiment dire, c'est pensé que le que- trajet, vu que tu vas faire un peu plus de tours, tu sais, tu vas être plus éco-énergétique. Fait que lui, dans le fond, à cette heure, il l'identifie même dans Google Maps, tu sais, quand tu demandes ton itinéraire. Ok. Fait que quand tu regardes un peu, quand tu me demandes le trajet, à quel point il peut être optimisé, c'est une petite niaiserie de même. Mais tu sais, on regarde, là, il y a plusieurs années, UPS qui ont créé un algorithme, je sais pas si tu le savais, là, Non. mais leur parcours, là, il n'y a aucun virage à gauche. Ah, ok. Ça, Pour vrai? c'est de l'optimisation de temps. Là. Parce Ok. que, tu sais, un virage à gauche, on s'entend, tu sais, Ah, tant ouais. que le monde passe, mais eux autres, leur algorithme fait qu'ils tournent toujours à droite. Toujours à droite. Fait que Donc, de au lieu cette de faire des façon-là, lumières, tu ils fais de la droite, font tu tout le sauves temps, du temps. ils optimisent au maximum leur run, tu sais. C'est toutes des petites initiatives comme ça Ok. qui fait que, tu sais, puis quand tu vois le big picture, puis tu te rends compte que tu as un truck qui passe là, mais tu en envoies un autre,
ben là, peut-être que tu peux te dire, attends, on va essayer Ouais, de. ouais. Parce que ça va vite. Ça va vite. On prend des voyages, tout le monde, les dispatchs, Ouais, là, ok, non, on se fait un voyage, je vais aller c'est faire des un peu voyages. la Puis guerre là, des finalement, obligations, paf, ouais, c'est ça, exact. Fait que, Ah, tu sais, fais-moi des tours, on va ramasser ça là, puis là, finalement, Puis, mais tu sais, les deux gars se croisent. puis une des demandes qu'on entend beaucoup dans l'industrie, qu'on reçoit beaucoup chez Atrix, c'est ça, c'est à l'échelle d'optimisation de route. On est là-dedans. Dans le scolaire, c'était pareil. Là, présentement, tu sais, comme si les centres de services scolaires sont là-dedans, là, sont tout en train de s'engager des gens pour faire de l'optimisation, pour essayer d'avoir des optimisations de circuits, pour essayer d'aller sauver le maximum. Parce que tu sais, plus tu fais d'optimisation, tu sais, moi, ce que je trouve un peu poche dans le scolaire, c'est quand je faisais des tours avec mes véhicules électriques puis les élèves, tu sais, pour voir un peu leur feeling, ben, j'ai des 72 passagers puis ils sont remplis à moitié parce que sinon ça ferait que les élèves sont trop longtemps dans l'autobus. Je comprends. Fait que là, ce qui ça arrive, c'est que finalement, tu sais, les budgets sont séparés en temps par élève, mais là, comme tu as des autobus à moitié vides, ils ne peuvent pas te donner autant pour ton transport. Fait que là, en tout cas, ça crée des choses. Fait que là, présentement, ils sont vraiment en optimisation de leur circuit pour être sûr qu'ils aillent chercher le maximum et que les élèves soient le moins longtemps sur la route. T'sais. C'est toutes des petites affaires de même, des petites initiatives qui ont l'air de rien, mais qu'à long terme, ça fait vraiment une grosse différence. Puis c'est ça, il faut toujours penser au big picture. Parce que tu sais, peut-être que tu vas regarder dans ton mois, puis tu vas regarder tes choses, tu vas dire, je sauve rien. Attends un peu, là. On va voir un peu. Scaler sur un an, tu vas voir que finalement, au bout d'un an, c'est pour ça que quand je parle d'optimisation, je parle tout le temps de litres, je parle pas de dollars. Tu m'as déjà remarqué. Parce que l'année prochaine, l'année d'après, s'ils me regardent, ils disent, hey, ça m'a coûté la même chose, ben tant mieux, t'as économisé, t'as pas eu d'inflation. Mais c'est important parce que ça change la vision, ça change la position par rapport à ton économie. Parce que la donnée, c'est pas l'argent. La donnée, c'est le nombre de litres que tu as sauvé. Le nombre de kilomètres que tu as sauvé. C'est le temps que tu as sauvé. Il faut que tu t'ajustes. Si tu as fait plus de kilomètres, il faut que tu t'ajustes, savoir finalement pour l'année passée comment je me suis positionné. Ah, j'ai fait des acquisitions, j'ai eu genre 40 trucks de plus. Ben, c'est normal que là, mais il faut que tu t'ajustes. Puis ça, c'est facile parce que on va se baser une base de référence. On va sélectionner une base de référence pour notre étude. Voici, à cette heure, ça, c'est notre référentiel pour baser nos économies. Tu as fait tant de kilométrage, consommation à temps. Voici notre référentiel. Voici maintenant sur quoi, à chaque fois, on va se comparer maintenant pour voir si on monte ou si on descend. Est-ce que le ratio est respecté ou est-ce que. C'est ça. On a-tu les économies qu'on s'attendait? On va se fier sur notre base de référence. Puis, tu sais, c'est 6 mois à 1 an, normalement, une base de référence. Idéalement, 1 an, parce que là, tu as vraiment toutes les périodes de l'année. Au Québec, tu sais, 6 mois, ça peut faire. Si tu prends les 6 mois automne-hiver, si tu l'été, c'est plus tranquille, on le sait. Mais, tu sais, ça donne une bonne base. Puis après ça, tu es capable de vraiment travailler sur les points critiques. Puis tu commences par les pics, puis après ça, tu descends. Ce qui est beau, là, c'est ça, on est comme sur le rough dans une maison. Là. Tu passes 8 heures, tu as l'impression d'avoir refait ta maison au complet. C'est pas la finition. On n'est pas dans la finition. Là, on est dans le rough. Là, tu vas faire des petites affaires puis tu vas avoir des gros changements. Dans 4 ans, si tu as tout fait, là, on va creuser un peu plus creux. Ça, c'est clair. Mais aujourd'hui, les low-hanging fruit qu'on appelle, là, les quick wins, sont partout. Regardons-les, puis travaillons dessus. C'est là qu'on embarque, nous autres. Je trouve ça vraiment, tout ce qui se brasse dans notre industrie, le fait que... C'est une grosse révolution qui s'en va. Pour vrai. Puis c'est super important qu'on se positionne, qu'on s'écoute, puis qu'on partage le maximum d'informations qu'on est capable, puis qu'on soit pas chiche là-dessus, pour être transparent. Il faut que tout le monde sache, parce que de toute façon, tout le monde a des attentes, puis il faut faire attention. Tantôt, tu parlais de l'autonomie, c'était pas la chose la plus importante, mais on n'a jamais magasiné un camion pour son autonomie. Mais là, on arrive, ça n'a jamais été un problème. Écoute, j'ai une petite affaire là-dessus, puis une petite anecdote, mais moi puis mon collègue Bruce, on était à Toronto pendant le EV and Charging Expo. Puis on se ramasse dehors, puis Bruce, c'est un éclair de génie, puis il me compte ça, puis il avait raison. Quand tu achètes un auto aujourd'hui, déjà pas électrique, avec un moteur, là, quand est-ce que tu poses la question sur l'autonomie? Mais je te dirais que le monde il regarde la consommation maintenant. Mais avant, il ne le regardait pas. Tu regardes la consommation. Hey, je fais quoi? 6 litres au 100, 7 litres au 100, 8 litres au 100? Mais quand est-ce que tu sais que 8 litres au 100, ça va te donner 400 km? Moi, j'ai travaillé 8 ans en concession automobile. Puis
c'était souvent ça. Là. Hey, mon char fait pas la consommation annoncée. Puis là, je regarde, je dis, ben, tu sais, comment tu l'as calculé, puis tout ça, puis tu sais, je le sais, là, qu'il faut pas que je me fie là-dessus, qu'on le vend dans... Tu sais, tout le monde le sait. Mais là, tout d'un coup, pour l'électrique, c'est comme ça devrait être la science infuse. Exact. Parce que c'est c'est la plus grosse limite qu'ils voient. Oui, parce que c'est juste ça qu'on parle. Mais Bruce faisait l'allusion à, puis il avait raison, on parle de 8 litres au 100, mais dans l'électrique, on parle de range, on parle d'autonomie. Pourquoi qu'on parle pas de kilowattheure? Ben en fait, c'est ça, ça va être des kilowattheures au 100 km, ça existe. Ça existe. En fait, c'est kilowattheure au kilomètre. Là, ça va jouer dans le 1 à 2, tout dépendant du camion. Mais pourquoi? Pour la même raison que sur ton camion diesel, ton concessionnaire ne te dira pas combien de consommation. Tu parles de millions de gallons. Non, mais il te le dira pas plus parce qu'il y a trop de facteurs. Ouais. Mais à vivre en concession, je peux te le dire, il y a encore de combien que ton moteur va faire. Là. Puis c'est ça qui est touché. Parce qu'il y a tellement de facteurs qui entrent en ligne de compte que tu sais, ça crée des attentes qui sont irréalisables. Fait que tu sais, c'est quoi qui va affecter? C'est ton payload, c'est ta température extérieure. On le sait, ton élévation, ton utilisation de la régénération de briques. Mais la discussion n'est jamais basée là-dessus. On part, au niveau de l'électrique, je trouve que la discussion se base sur l'autonomie, seulement l'autonomie. Tu sais, c'est important, l'utilisation. Dans l'automobile, c'est une bonne affaire. Ah, je fais pas mon 8 litres au 100 affiché. Ok, ouais, mais t'as-tu tiré une fait fouille? T'as mis combien? Tu sais, t'as 3 enfants, les valises, c'est pesant, là, ça rajoute pas au véhicule. Tu régénères-tu? Tu régénères-tu? Dans le transport, c'est c'est le même raisonnement, c'est la même affaire qu'il faut qu'on aille, mais que la discussion n'est pas là actuellement, je trouve. Je dis, combien de poids t'as mis dans le train? Est-ce que tu régénères? Est-ce que tu déloades ou tu restes tout le temps loadé? Moi, je pense que cette discussion-là, en fait, est biaisée du fait que le monde essaie de vendre des autonomies qui existent pas. C'est pas ça. C'est ça que je déplore, c'est ça que je veux dire. La discussion ne doit pas être là. L'opérateur, là, il faut changer le thinking dans le sens qu'il faut que tu te prépares au worst case scenario. Moi, j'aime mieux que tu me dises la plus basse autonomie que tu as mesurée que la meilleure. Parce que moi, c'est là-dessus que je vais me baser maintenant. Puis, pour moi, ça, c'est super important que là, on commence à en voir rouler pour avoir ça donné. Parce que là, malheureusement, pourquoi le monde sont frileux? Il n'y en a pas de données. Il n'y a pas de données. Il n'y en a pas. On le vit chez nous. Puis, tu sais, moi, je veux déjà, d'ores et déjà, le dire à tout le monde. C'est nouveau. On est dans un nouvel environnement, un nouveau climat. Ça va être tough au début. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit fiable à 100 000 à l'heure. Puis l'important, c'est de se pader, comprendre ça, mais de bâtir des stratégies pour le fiabiliser. Exact. Okay? Puis ça, il y en a, ça existe. On a les outils qu'on n'avait pas avant. Fait que là, on travaille pour fiabiliser le produit, pour qu'il fasse ce qu'on a besoin. T'sais, on va parler d'une MDBF, une moyenne de bon fonctionnement, qu'on désire atteindre, ben regarde, on va travailler pour y aller. Si on atteint ça, ben moi je suis confortable avec le risque qu'il y a. Mais il y a beaucoup de peur autour de ça. Tu sais, le monde, tu leur dis, OK, tu vas avoir un truc électrique. Ah ben là, moi, pas capable, j'ai pas une run en bas de 20 km. Non, arrête de me dire. Mais tu sais, c'est un petit peu ça. C'est ce lobbying-là qu'il faut enlever parce que là, tout le monde sont encore là-dedans. Là, moi, pis ça fit pas pour moi. Mais attends un peu, là, on va regarder. Comme dans ta flotte, mais tu sais, comme tu le dis avec votre plateforme d'interne, tu es capable de voir exactement les candidats potentiels. Puis on met les critères qu'on veut. Si toi, tu n'es pas à l'aise avec la 200 km que ton concessionnaire t'a annoncé, tu t'aimerais mieux te dire, moi, c'est 150 km, mais je vais changer de critère. On va voir si ça s'applique à toi ou non. Ça s'applique pas, parfait. Il n'y a aucun problème, on va trouver d'autres solutions. On va trouver d'autres choses, tu sais. Mais c'est une question de temps aussi. Les batteries vont évoluer. C'est une question de temps avant qu'on ait plus d'autonomie. Je comprends tous les enjeux qu'on a présentement, mais c'est le temps de regarder là. Puis, à un moment donné, c'est qu'il va falloir bâtir nos opérations autour de ça. C'est ça qui va arriver. C'est que là, on a bâti nos opérations où est-ce qu'on vit là. Mais à un moment donné, il va falloir regarder un peu, puis il y a des façons d'optimiser pour que ça soit plus facile à électrifier. Mais il faut commencer par la base. Je trouve ça fascinant. Je trouve ça triste, tout ce qui est arrivé en 2020, la COVID, peut-être des années, mais je trouve ça fascinant, les changements que la COVID a amenés pendant la COVID. Mais je trouve ça encore plus hot, ce qui se passe après la COVID.
les effets puis les changements qu'on vit depuis les 2 dernières années, c'est monstrueux, là. J'ai l'impression que ça a donné du temps au monde de se lever un peu. Hein. Tu sais, c'est comme dans les entreprises, là, tu sais, ça a peut-être donné un peu de temps pour dire OK, attends un peu. Là. Ouais. La planète a ralenti, là. Ouais, on va prendre un peu de temps pour réfléchir à notre entreprise. Là, on sort de là, puis là, finalement, économiquement, c'est pas tant. C'est fragile. Ouais, okay? Il y a des gros joueurs, comme la semaine passée, Yellow, YRC, Reimer, qui ont fait faillite. Hein, non, le transport, c'est pas le pire. Il y a toutes sortes d'affaires qui se brassent, positifs, négatifs, mais il y a plein d'affaires qui se brassent, puis ça va excessivement vite aujourd'hui. Mais je trouve que oui, les 2 années où on a eu la chance de décanter puis de ralentir, puis juste de faire un peu un assessment de ce qui s'est passé, de ce qui se passe, puis où c'est qu'on s'en va, ça nous a tous forcé. Je te le cacherai pas, là, nous autres, dans nos concessionnaires, à travers on a une discussion autour du changement. C'est pas une discussion de nos opérations, c'est une discussion autour de nos changements. On n'a pas eu cette discussion-là depuis. On n'a jamais eu cette discussion-là. Dans le fond, je comprends pourquoi. Il y a peut-être eu des révolutions, il y a eu le ré, il y a eu des remises en question, mais de changer. Oui, exact. Mais tu sais, de vivre un changement comme on vit là, qu'on est sur le point de vivre, c'est un tournant complètement. Tu sais, on n'approche plus, on parle d'électrique, mais tu n'approches pas un client avec de l'électrique en voulant parler d'électrique de la même manière que tu approches un client avec un camion régulier, avec un moteur diesel. C'est littéralement 2 continents, c'est 2 discussions à part, c'est 2 approches différentes. Là, tu approches l'électrique en parlant des routes, en parlant d'infrastructures de recharge, puis après ça, tu parles de ton véhicule. Tu sais, littéralement. C'est ça que je trouve le fun, tu sais, on parle souvent des gouvernements, leurs programmes, tout ça, qui nous poussent dans la gorge, mais tu sais, tout l'accompagnement que je parle depuis le début, c'est subventionnable. Puis, tu sais, c'est ça qui est impressionnant, parce que c'est justement pour ça qu'ils ont fait ça. Tu sais, c'est Transport énergétique Québec, puis dans le fond, c'est que ils se disent que ça va faciliter la transition si tout le monde on fait analyser leurs opérations. Puis ils ont totalement raison. Puis profitons-en. C'est subventionnable. Je suis capable d'aller chercher 50% de tout mon accompagnement, aller chercher un petit 25% de plus au fédéral. T'sais, tout est là. Puis en plus, on amène des économies. En tout cas, mais je trouve que les initiatives gouvernementales sont bien montés pour ça, dans le sens que là, ils sont en train de. Puis eux, ça leur donne aussi, parce qu'ils ont une copie du rapport, fait que ça leur donne une vue d'ensemble de l'écosystème, de voir un peu comment ça se passe dans le transport, puis c'est où les points chauds, tu sais. Fait que c'est super important ce qui se passe présentement, puis c'est là qu'il faut agir. On n'a pas le choix. En tout cas, je le conseille parce que. non, mais je comprends ta position, mais moi, je dois être capable. Sur le site là, de transition énergétique du MERN, du ministère des Ressources naturelles, il y a une liste de gens compétents qui ont suivi la formation pour la subvention. Il n'y a pas juste moi dans la vie qui de le faire. Ça, c'est important pour moi de le souligner. Là. On est là pour accompagner, là. On n'est pas là pour faire d'autres choses. On veut rendre ça facile. C'est ça qu'on veut. Fait que, il y a plein de gens qui sont capables de le faire. Patrick, c'est les meilleurs. Mais... je comprends ton point de vue, puis je comprends la position aussi. Là, on n'est pas ici pour faire de la vente, mais c'est correct, tu peux y faire ta paroisse, puis ça, je respecte ça. Mais tu as raison, c'est un écosystème qui doit s'aider. Puis ce que tu as vécu dans le transport scolaire, mais je pense qu'il faut que ça ne chavirera pas dans toutes les applications de notre domaine, parce que l'industrie du transport, c'est large, il y a un paquet de petits détails, des affaires très spécifiques, là. Mais sûr et certain, il faut qu'il y ait des gens qui se parlent à travers toute cette affaire-là. C'est là que ça devient important. L'ACQ, le CTCQ, le CPDQ. C'est là que ces organismes-là ont du travail à faire. On fait partie d'un comité qui s'appelle la communauté d'intérêt véhicules zéro émission. Ouais. Une grosse abréviation, mais c'est les gros acteurs. C'est quand même vraiment important ces tables-là. Mais il faut juste faire attention de ne pas trop diluer l'offre, parce que des fois, à un moment donné, je vois des initiatives, là, des transporteurs qui se sont mis ensemble, ils ont créé une table ensemble. Puis, moi, je trouve ça beau à voir, je trouve ça vraiment cool. Puis, c'est comme ça que le transport va vraiment briller, puis qu'il va réussir à atteindre, c'est si tout le monde travaille ensemble. Ça va aller beaucoup plus vite.
C'est fait comme ça. Seul on va plus loin. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ouais, exact. C'est un peu ça. C'est ça. Si tu veux que ça perdure au-delà de. Mais toi, pas des bâtons dans les roues toi-même. Non! C'est ça l'affaire, c'est souvent ça, je trouve. On dirait que des fois, on s'imagine c'est notre bicycle avec notre bâton, quasiment. Nous autres, même, c'est notre bicycle en train de se mettre un. Non, je comprends. Mais moi, je vois les gens qui réussissent, je compare ça souvent, mettons, à une game de baseball. Ouais. Tu sais. Les gens pensent, espèrent, veulent se rendre en 9e manche, mais se rendent compte qu'en 9e manche, ça continue encore. Non, c'est ça. Clairement. La game n'est pas finie. Combien de fois on entend ça? Je vais attendre que ça soit plus calme. Oh oui. Bonne chance. Ça, je l'entends souvent. Là. On va s'en reparler dans une couple de mois. Là, je suis dans un rush. Ok, c'est beau, je vais te rappeler. Mais là, ça va être plus calme, tu vas prendre des vacances, tu ne répondras pas. De toute façon, ça arrive jamais. Ça arrivera jamais. Il y a toujours un autre rush. Puis tu sais, on a toujours tendance à pas se staffer parce qu'on dit on va y arriver, mais il faut se donner les moyens de nos ambitions, puis il faut prendre cette pause-là. J'avais vu un moment donné sur Internet, justement, il disait que c'était comme une flèche sur l'arc, reculer pour mieux avancer. Des fois, là, c'est mieux de prendre le petit moment, de dire, ok, t'as peu. Là, on va vivre un recul, on va vivre un. Il y a tout qui se passe, là, mais là, on est en train de se préparer pour le futur, on est en train de placer des fondations solides sur lesquelles on va construire, puis on sait que ça va nos opérations vont évoluer, puis on sait qu'on se mettra pas de bâton dans les roues. On va être capable de scaler ça dans le temps. On vit la même affaire au niveau concessionnaire. On a ces discussions-là à l'interne, puis c'est vrai. À un moment donné, il faut mettre en place des affaires si on veut que ça avance. Puis, oui, des fois, on a l'impression que c'est long, puis que ça consomme beaucoup de temps, puis qu'on n'a pas l'impression d'avancer. Au contraire, on recule un peu, mais c'est comme tu dis, c'est toujours de reculer un peu pour pouvoir se catapulter par en avant et faire comme, ok, là, on est pas de pause. Arrêter d'essayer de réparer le train en avant. Non, je suis d'accord avec toi. Essaye pas de courir dans ton train, t'es pas obligé. C'est comprendre. Alright. Hey Pat, merci beaucoup. Merci d'être venu. C'est super agréable. Anyway. Ouais. Je te laisse une petite seconde pour juste expliquer ce que tu fais chez Atrix, puis comment on peut te rejoindre, puis où c'est que tu te trouves, réseaux sociaux. Oui, exact. Ben, c'est ça. Fait que Patrick Vallerand, directeur de Atrix Énergie, une nouvelle division de Atrix, qu'on fait de l'accompagnement en optimisation de énergie. Tu sais, c'est vraiment. Pas juste électrique. Optimisation des opérations. Ça fait 18 ans, je pense, je suis dans le transport, dans les opérations de transport, ça a l'air de rien, mais tu sais, j'en ai fait des erreurs, puis tu sais, j'en ai appris beaucoup de choses aussi. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on y va, on va prendre les données télématiques, on va les digérer, on va créer les indicateurs que les gens ont besoin. S'il n'y a pas de solution parfaite, c'est vraiment, on va s'adapter aux besoins, il n'y a pas aucun problème. Fait que c'est vraiment super important. On fait des plans d'accompagnement qui sont subventionnables, comme je disais tantôt. Fait que si vous voulez jamais avoir d'informations, ben, c'est Atrix Énergie. Mon adresse courriel, c'est pvallerand, VALLERAND, @atrix.ca. Ça va me faire plaisir d'en parler avec vous autres. Moi, je suis passionné, je sais pas si ça s'appelle. Mais j'adore ça. Rien que tu peux. Alright, merci à toi, Pat.